Le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui nous alerte sur les risques associés à la hausse des taux d'intérêt sur la finance non bancaire. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal à l'OFCE. On se rappelle déjà d'une période de stress bancaire. Voilà, ça fait une semaine qu'on en est sorti a priori pour le moment. Et puis on a le FMI qui nous en remet une couche sur la situation des assurances, des fonds de pension, des fonds d'investissement, à juste titre ou pas. Parce que quand on creuse un peu, on va en parler, c'est vrai que la question des règles de supervision, toutes ces entités non bancaires sont moins régulées que les banques. Et voilà, donc il y a un sujet. Alors, à juste titre ou pas, il faut tirer le signal d'alarme. Ou la sonnette d'alarme, on peut tirer les deux. Alors, il y a plusieurs sujets en fait. Donc, effectivement, il y a... Oh, excusez-moi. À vos souhaits. C'est l'émotion de vous voir. C'est ça. Allez, on y va là. Il y a plusieurs sujets. Il y en a au moins trois. Le premier, c'est... il y a effectivement un sujet de régulation. Donc, il y a beaucoup d'actifs dans le monde qui sont détenus par... des non-banques. Des institutions financières qui ne sont pas des banques. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très grave. Mais c'est pas des voyous, je veux dire, on parle de... Alors, c'est pas que c'est des pas des assurances, voyous, mais... des fonds d'investissement, des fonds de pension. Oui, ça oui. gère les retraites de monsieur et madame Smith dans le Colorado. Donc, C'est ça. Donc, il y a des institutions qui sont tout à fait... respectables, qui ont place publique, voilà. Etc. Donc, ok. Mais le point, c'est que ces institutions gèrent des actifs, mais elles ne sont pas soumises à des régulations, ou en tout cas pas aux mêmes régulations aussi. Qu'est-ce qu'on appelle régulation pour le commun des mortels? Régulation, c'est tout un ensemble de choses qui font d'abord qu'il y a une surveillance d'un régulateur, généralement ce sont les banques centrales, oui. Une surveillance des bilans. De la Banque de France et de la BCE. Alors, des bilans, mais aussi de ce que les banques doivent déclarer dans leur bilan, c'est-à-dire leur position en termes de risque, avec un certain nombre de normes, qui sont celles de Bâle III, dans lesquelles les banques doivent présenter des ratios. Des coussins de sécurité. Alors, des ratios d'abord, et ouais. Ensuite, respecter des coussins de sécurité en ayant leurs ratios. Donc, les ratios qui rapportent leurs actifs à leurs actifs risqués, donc qui sont une mesure de leur exposition. Et ces ratios doivent être supérieurs à certaines normes pour limiter le risque. Voilà. Et pour avoir des liquidités, si jamais à tout moment, les clients veulent récupérer leurs sous. Alors ça, c'est une première chose. Il y a d'autres devoirs. Par exemple, le fait d'avoir une politique testamentaire. C'est-à-dire, si jamais vous veniez à faire défaut, oui. Des procédures qui permettent de liquider rapidement et surtout qui permettent de transférer vos actifs, vos passifs, à d'autres institutions qui vont pouvoir s'en occuper pendant que vous êtes liquidé. Donc ça fait partie d'autres éléments. Donc c'est pas, ça suppose aussi par exemple que vous ayez quelqu'un qui est en charge de l'analyse des risques dans votre institution et qui va être engagé légalement. Tout ça s'applique, Xavier, aux banques. Maintenant, pour cette finance non bancaire qui représente la moitié du secteur financier, donc ce n'est pas les acteurs qui sont à la marge. Juste avant qu'on parle des non bancaires, oui. En contrepartie de cela, les banques ont accès à un certain nombre d'instruments qui vont permettre aux régulateurs de régler des problèmes de liquidité, qui vont permettre aux régulateurs d'apprécier le risque en faisant des scénarios de stress test qui soumettent à ces institutions bancaires qui doivent répondre, elles vont pouvoir accéder à de la liquidité, à des facilités, à des dispositifs particuliers. Il y a une contrepartie. Voilà, il y a une contrepartie qui est la sécurité qui est apportée par le régulateur, la Banque centrale, à ces institutions. Et puis après, à côté, on a tout un tas d'institutions financières qui ne sont pas des banques. Généralement, le fait de ne pas être une banque, c'est lié au fait de ne pas avoir une activité de crédit. Donc, vous n'avez pas le droit d'émettre du crédit. Mais vous pouvez recevoir des dépôts et utiliser ces dépôts pour différentes opérations. Par exemple, un fonds de pension reçoit de l'argent, des cotisations, et ensuite gérer des actifs et servir des rentes. Ces établissements financiers non bancaires, je le répète, représentent la moitié du secteur financier aujourd'hui dans le monde. En quoi la hausse des taux d'intérêt peut mettre en difficulté cette finance non bancaire? La hausse des taux d'intérêt peut mettre en difficulté cette finance non bancaire parce qu'ils peuvent avoir un risque dans leur bilan. Parce qu'ils ont des portefeuilles obligataires qui se sont dévalorisés à mesure que les banques centrales ont remonté leur taux d'intérêt. Exactement. Donc, ils peuvent être sensibles à l'instant T. À l'instant T, à la hausse des taux d'intérêt. Mais il peut aussi y avoir des séquences dans lesquelles, par exemple, ces institutions vont être obligées de faire appel, de faire des ventes en détresse parce qu'elles vont avoir des dépôts et ne pas avoir le coussin de liquidité nécessaire pour pouvoir répondre à ces retraits. Elles ne l'ont pas parce qu'elles ne sont pas régulées. Elles ne sont pas obligées. Elles ne sont pas obligées. Donc,
voilà, elle gère le risque de ce genre de situation. Donc le risque, c'est que si des clients voulaient récupérer leurs fonds auprès d'acteurs, encore une fois, non bancaires, financiers non bancaires, voilà, que ces acteurs doivent revendre un peu comme l'a fait SVB, d'ailleurs la banque SVB américaine, qui a revendu dans l'urgence parce que ses clients voulaient récupérer ses sous, nos clients start-up dans le cadre de SVB, revente d'un portefeuille avec une moins-value, grosse moins-value, en milliards pour SVB, et donc c'est là que ça peut... Alors, c'est là que ça pose un problème pour l'institution en question, oui. Un problème d'accès à la liquidité et de perte, mais surtout un problème de domino. C'est ça. Parce qu'une fois que vous vous mettez à vendre en détresse des actifs, par exemple des bons du Trésor, donc des actifs qui sont a priori plutôt sûrs, oui. Ça va provoquer un signal que d'autres vont interpréter comme un problème. Donc soit des gens vont retirer des dépôts parce que vous avez dans votre portefeuille beaucoup de ces titres-là, soit d'autres gens vont se mettre à vendre leurs bons du Trésor parce que ça ne correspond plus à leur stratégie. C'est un marché qui est très liquide, donc a priori, il n'y a oui, pas de raison mais c'est un marché qui est très liquide, mais qui va quand même... Le problème, c'est que quand les prix commencent à baisser, à ce moment-là, tout le monde veut vendre avant que la baisse ne soit trop forte. Pardon, la question pour moi, c'est quelle est la courroie de transmission entre ces acteurs financiers non bancaires et le reste, encore une fois, de la finance mondiale? C'est quoi la courroie de transmission, encore une fois, entre acteurs non bancaires et acteurs bancaires? La courroie de transmission, elle est à la fois par une courroie de transmission par les marchés, baisse des prix, et puis ensuite par une interconnexion, c'est-à-dire que ces acteurs non financiers sont interconnectés entre eux. Comment ils sont interconnectés parce que un fonds reçoit des dépôts et va potentiellement mettre ses dépôts dans un autre fonds, où il va acheter des actifs qui sont ceux d'un autre fonds. Donc si cet autre fonds se trouve en difficulté, les actifs que vous détenez sur lui vont aussi se retrouver dévalorisés. Et donc vous pouvez avoir comme ça des cascades, auxquelles aujourd'hui on se trouve potentiellement confronté. Mais comme il n'y a pas de régulation très forte, en fait, on n'est pas capable d'identifier ces cascades. On n'a pas fait les scénarios de stress test, on n'a pas identifié quels étaient les points faibles. Ce qui fait que les régulateurs craignent qu'il se passe quelque chose qu'il n'ait pas été en mesure de détecter. Donc la FMI a raison de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il a raison pour deux autres raisons principales. La première, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2008, on a augmenté la régulation sur les banques. Oui. Mais la part des actifs détenus par les institutions financières non bancaires a elle-même augmenté. Elle est passée de 40% à 50% des actifs globaux détenus. Donc c'est la réglementation défaillante des acteurs non bancaires qui est totalement à revoir. C'est que, défaillante ou light, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est surtout qu'on pourrait interpréter ça comme on a durci la régulation sur les banques, mais elles ont nettoyé leur position, et du coup elles ont reporté le problème sur les non-banques qui ne sont pas régulées. Pourquoi on ne régule pas, on ne réglemente pas les non-banques? C'est une bonne question, David, mais on ne régule pas les non-banques parce que la régulation des banques, il faudra monter un peu dans l'histoire et dans la technique de tout ça, mais la régulation des banques, elle passe par le fait que les banques ont accès au marché interbancaire et que du coup, on peut construire cet ensemble de droits et de devoirs, et c'est comme ça que sont construites les Parce que les banques se prêtent sur le marché interbancaire. Voilà, et puis c'est associé à cette délégation du monopole de la création de la monnaie par la distribution de crédit, qui permet aussi d'imposer légalement des contraintes aux banques. Si demain vous dites à vos amis, écoutez, j'ai des bonnes idées d'investissement, prêtez-moi de l'argent et faites-moi confiance, vous devenez un fonds d'investissement et vous n'avez pas forcément envie de vous soumettre à des régulations bancaires plutôt contraignantes, plutôt coûteuses. Vous voyez, donc il y aura une histoire de taille. Si vous êtes un petit fonds d'investissement, vous ne serez pas soumis à régulation. Rappelez-vous, c'est aussi ça l'argument qu'il y avait sur SVB. Voilà, il y a quand même l'idée que, oui, on pourrait tout réguler, mais que c'est quand même coûteux, compliqué, lourd de tout réguler, voire, si on ne fait rien, voire impossible, parce que si vous installez au Panama et que vous vous proposez comme fonds d'investissement, il va falloir vous réguler avec la législation du Panama, ce qui va être compliqué. Ou alors parce que les clients ont envie d'acheter un fonds immatriculé au Panama, après c'est aussi aux clients de prendre leurs responsabilités, tout à fait. Mais la question n'est pas... si, d'ailleurs, la question, elle est là. Elle est quand même sur est-ce que les clients prennent leurs responsabilités d'un côté. Donc là, on aurait envie de dire, tant pis, on laisse faire. Après tout, ils ont fait des choix. C'est pas régulé. Ils auraient pu choisir des supports régulés et donc être sous la garantie implicite ou explicite des autorités de régulation. Mais le problème, c'est que donc on pourrait dire ça et laisser faire. Mais quand on fait ça, on prend le risque d'une crise financière.
Or, il y a un effet systémique qu'on veut absolument éviter. Et là, il y a le risque de socialiser les pertes, vous savez, et de ne pas avoir en échange... la socialisation des gains. Des gains, ou en tout cas la régulation de ce qui se passe quand tout va bien. Cette asymétrie est quand même problématique. Mais juste pour finir, est-ce que cette finance bancaire, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur Boursorama, nous emmène ou pas dans le mur si on ne fait rien en termes de réglementation pour réguler ces acteurs non bancaires? On peut pas dire qu'elle nous emmène dans le mur aujourd'hui, parce que je vous ai amené le chapitre 2 du rapport du FMI sur la stabilité financière. Je vais vous le laisser, vous pourrez le regarder. On va dormir dessus. Le FMI aujourd'hui, si vous regardez l'argumentation, dit potentiellement il y a quand même tout un tas de choses qui ne sont pas régulées. Il y a quelques cas qu'on peut regarder qui nous inquiètent un peu, ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment où il y a eu une tension très forte, vous vous rappelez, quand la Première ministre avait annoncé un plan de baisse. C'est notre sujet, ça va. Mais non, c'est exactement le même sujet. C'est une erreur de politique économique qui entraîne une panique. Mais ça avait entraîné une hausse des taux souverains. Oui. Et cette hausse des taux souverains avait révélé que dans des fonds de pension britanniques, il y avait un vrai risque de... Il y avait du levier. Plus qu'il y avait... Non, mais il y avait simplement un vrai risque d'accès à la liquidité pour ces fonds de pension britanniques. Et la Banque d'Angleterre a dû intervenir, c'est-à-dire fournir à des institutions non régulées les mêmes garanties qu'elles donnent aux banques. Et ça pose un autre problème. C'est que, oui, si vous dites, demain, les fonds de pension, les fonds d'investissement ont accès à la liquidité offerte par la Banque centrale aux mêmes conditions que les banques, mais sans avoir les contreparties en termes de régulation, vous créez, là, pour le coup, un avantage concurrentiel considérable. Et puis, vous prenez le risque que ces fonds prennent beaucoup, beaucoup de risques. Et puis, quand ils sont en faillite, ils vous laissent avec la faillite sur les bras. Et l'ardoise. Et l'ardoise, avec une partie qui sera socialisée. Et voilà. Mais donc, pourquoi on doit s'inquiéter? On doit s'inquiéter parce qu'il y a cette possibilité et que dans quelques études de cas, on se rend compte que oui, les banques centrales, en fait, sont forcées d'intervenir. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette citation de Keynes, mais quand vous devez $1000 à la banque, vous avez un problème. Quand vous devez 10 millions de dollars à la banque, elle a un problème. Oui. Et là, on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur potentiellement systémique, la Banque centrale a un problème avec vous parce qu'elle va être obligée de vous soutenir pour éviter l'effet domino. Et ça va vous permettre de pouvoir utiliser ça comme un levier potentiellement pour faire tout un tas de choses, soit par accident, soit délibérément. Voilà, merci beaucoup. Explication, décryptage, point de vue signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci David. Je vous laisse le rapport du FMI.